Un véritable massacre. Il y a 13 ans, le 7 avril 1994, 10 paracommandos belges étaient assassinés à Kigali, au Rwanda. Frédéric François, vous étiez, en tant que journaliste, au cœur de la tourmente. Oui, c'est ici directement qu'on peut parler, je pense, de l'engrenage du pire, parce que nos hommes étant morts, sauvagement assassinés, le choc émotionnel ici est tel que le gouvernement décide très vite de retirer l'ensemble du contingent belge qui constitue l'ossature de la mission des Nations Unies au Rwanda. Et dès lors, on ouvre une rue, un boulevard aux génocidaires, 10 morts belges le 7 avril, ok, mais dans les 3 mois qui suivent, 1 million de victimes rwandaises. Alors, dans quelques jours va s'ouvrir le procès du major Ntuyaga devant la cour d'assises. Il est accusé d'avoir participé à l'assassinat des para-belges. C'est aussi pour cela que vous avez fait cette enquête aujourd'hui. Oui, donc l'anniversaire et ce procès, dans l'optique du recul, 13 ans se sont passés, les gens parlent peut-être autrement ou plus facilement maintenant, et donc il fallait répondre à 3 grandes questions. 1. Était-ce bien la place de la Belgique, ancienne puissance coloniale, d'aller dans cette mission des Nations Unies? 2. Si on y allait, est-ce qu'il ne fallait pas réunir toutes les conditions pour que ce soit une réussite, ce qu'on n'a pas fait, au contraire? Et 3. On a évoqué la question déjà, nos 10 hommes étant assassinés, fallait-il pour autant retirer tout le contingent et faciliter le génocide dont on savait qu'il était annoncé? Tout de suite, l'engrenage du pire, une enquête de Frédéric François et Philippe Lorsignol. Pierre-Henri Lotin est né 4 semaines après que son papa, le lieutenant Lotin, eût été massacré en même temps que 9 de ses hommes le 7 avril 1994 à Kigali. De son père, il dit ceci. Pour moi, c'est un certain héros parce que je trouve ça courageux d'aller là-bas, combattre des gens, on va dire, un peu fous, de faire une guerre comme ça. Ils étaient tous là, les 10, face à des gens qui leur en voulaient pour rien, en fait. C'est un peu, on va dire, excusez-moi pour le mot, dégueulasse, quoi. Pierre-Henri s'est construit une vie. Il est heureux, adore sa petite sœur et voudrait devenir astronome ou ingénieur. Les souvenirs du drame, c'est pour l'album de photos. De nos casques bleus, opérant pour l'ONU et pour la paix, assassinés par une soldatesque en folie. Puis dans la foulée, le génocide. Près d'1 million de Rwandais massacrés dans tout le Rwanda. Les corps de nos soldats sont rapatriés en Belgique. En 2000, ce sera le moment solennel du pardon, là, sur les lieux du drame. Demande de pardon aux familles d'abord. Ils sont tombés sous les yeux d'un commandement indécis, ultime acteur irresponsable d'un système mal pensé, mal équipé, qui témoignait jusqu'à l'absurde d'une insensibilité gravement coupable. Nous leur demandons pardon. Ensuite, en compagnie du nouveau président rwandais, le Tutsi Kagame, c'est la demande de pardon au peuple rwandais. Et donc j'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et des militaires belges. Et au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon pour cela. 10 ans après le drame, c'est l'inauguration officielle des stèles, une pour chaque victime. Il y a le temps des souvenirs, puis celui des questions. On part sous l'égide de l'ONU, garantir la paix. 10 de nos hommes sont lâchement abattus. Du coup, on se retire et bien après, on demande pardon. Comment en est-on arrivé là? Qu'en pensent les décideurs de l'époque? Fallait-il y aller? C'est le secrétaire général
de l'ONU, Boutros Ghali lui-même, qui m'a demandé personnellement d'envoyer des troupes, des casques bleus, oui. Les deux parties étaient d'accord, quoique par après, il est devenu clair à ce qu'ont dit certains extrémistes du côté Hutu avaient tout de même exprimé quelques sérieuses réserves en ce qui concerne une éventuelle présence belge. Mais au moment où Boutros Ghali me contacte, cette réserve-là n'était pas du tout connue. Ce n'était pas une question facile. Il y avait les accords d'Arusha auxquels nous avions poussé. Et donc, on avait aussi une certaine responsabilité à faire entrer ces accords en action. Nous avions certaines réserves, effectivement, s'il était bon que ce soit des troupes d'une ancienne puissance coloniale qui y aillent. C'est en août 93 que les Hutus et les Tutsis signent à Arusha, en Tanzanie, les accords pour un partage progressif du pouvoir. Cet interminable conflit ethnique allait-il enfin se terminer? Il y avait un accord d'Arusha, et comme nous étions aussi, comment dirais-je, pas directement, mais quand même assez associés à ces accords, bon, ou bien vous dites à ce moment-là, les accords d'Arusha ne valent rien, et donc on n'y va pas, ou bien vous dites, les accords d'Arusha sont une base de ce qui peut être un accord au Rwanda, et alors vous faites le nécessaire. L'ONU décide d'envoyer une mission, la MINUAR. L'accord d'Arusha est signé, nous envoyons des troupes. Il n'est pas question de savoir si c'est une opération facile ou une opération difficile, on ne peut pas le savoir, puisque nous avons eu des dizaines d'opérations qui peuvent aussi bien réussir qu'échouer. Vous avez le précédent de la Somalie.